Mes chers collègues, dans le cadre de cette semaine de contrôle, le groupe socialiste apparenté a choisi en novembre dernier de mettre en débat la situation dans les EHPAD, en particulier à l'issue des 2 périodes de confinement que nous venons de connaître. 2 mois plus tard, ce sujet est malheureusement d'une acuité féroce. Je vais me rendre dans les 25 EHPAD, publics ou privés, territoriaux ou hospitaliers de la circonscription. À ce jour, Madame la Ministre, j'en ai visité 5. Je peux, je crois, sans trop me tromper, en tirer quelques conclusions générales que je vais vous livrer ici. Mais je voudrais en premier lieu, au nom de l'ensemble de mon groupe, saluer tous les personnels administratifs, techniques et bien sûr soignants qui bientôt, depuis 1 an, travaillent dur, très dur, dans des conditions difficiles, voire extrêmes, pour s'occuper de nos aînés. Ils sont admirables, je le dis sincèrement et je sais que vous le pensez tous ici dans cet hémicycle. Admirables pas seulement pendant cette crise, admirables toute l'année. Néanmoins, la crise du Covid a été l'occasion de révéler ces personnels comme si, jusqu'à présent, on les avait cachés. Cacher ces personnes âgées que l'on ne souhaite pas voir, cacher aussi les personnels qui les prennent en charge. Cette crise a été l'occasion de mettre en évidence les insuffisances en tout genre des établissements d'hébergement pour personnes âgées, insuffisances depuis longtemps, ces EHPAD qui ont payé un lourd tribut. Au début de la crise, en mars, souvenez-vous, les morts en EHPAD n'étaient même pas décomptés par les autorités. Le professeur Salomon égrenait les décès à l'hôpital, mais rien pour les établissements. Il a fallu 1 mois de protestation, notamment des oppositions politiques, pour qu'enfin il soit comptabilisé et surtout visible aux yeux de la France. Le 27 mars 2020, Valérie Rabault et moi-même avons publié une tribune demandant au gouvernement de faire la transparence sur le nombre de décès et de personnes contaminées en EHPAD. De fait, on a pu parler d'une première invisibilisation. Au 12 janvier 2021, donc hier, 68 802 décès liés officiellement au Covid ont été enregistrés, dont 21 003 en établissement, sachant que de nombreux décès à l'hôpital sont en fait des résidents d'EHPAD. Quel que soit le chiffre exact des résidents décédés, c'est effrayant. Pour les familles comme pour les personnels, voir disparaître en quelques jours, parfois en quelques heures, plusieurs résidents est très difficile et aurait nécessité une présence de psychologues en nombre suffisant. Ce ne fut pas le cas, Madame la Ministre, vous le savez, il n'y a pas assez de psychologues, même à temps partiel, dans la plupart des EHPAD. La détresse psychique des personnels est pourtant palpable dans ces établissements et accepter la disparition de 10, voire 20% des résidents demande un soutien exceptionnel. Au début de la crise, toujours en mars, les personnels des EHPAD ne disposaient pas, sauf exception, de matériel de protection. Les masques, les blouses, les surblouses, le gel, les gants. Il a fallu attendre des semaines alors qu'au regard de la crise et des risques encourus, il aurait fallu privilégier les EHPAD au même titre que les services de réanimation. De fait, les personnels que j'ai rencontrés se sont sentis une nouvelle fois laissés pour compte. Après les masques et le matériel de protection est venue la phase des tests et son lot d'incompréhension. Il fallait tester l'ensemble des résidents avec un test PCR afin de sectoriser les malades. Au lieu de ça, on a dû confiner tout le monde faute de tests. L'isolement individuel, y compris des résidents négatifs, de l'avis des personnels et des familles, a été une erreur. Combien sont morts, non pas du Covid, mais de l'isolement forcé. Vous le savez, le syndrome du glissement est aujourd'hui bien documenté. 9 mois après le début de cette crise sanitaire qui joue malheureusement les prolongations, l'état du personnel est préoccupant. Lors du premier confinement, ils ont fait bloc. Malgré le stress, lié notamment à la peur de faire rentrer le virus dans leur établissement et d'être responsables du décès des résidents, ils ont fait face et ils n'ont pas compté leur temps. La seconde vague a été beaucoup plus difficile à gérer. Le surcroît de travail lié notamment à l'absence de soignants contaminés a durement éprouvé les organisations et les personnels. Mais au-delà de la fatigue physique, c'est la fatigue morale qui inquiète. Les personnels sont éreintés et la situation ne s'améliore pas franchement. Désormais, il n'y a plus de pénurie de masques, de blouses et les tests sont réalisés rapidement. En revanche, il devient très difficile de remplacer le personnel malade ou de recruter tout simplement sur des postes vacants. Il va falloir, Madame la Ministre, déployer beaucoup d'ingéniosité et de moyens pour rendre ces postes attractifs. Pourquoi restreindre les budgets formation? De nombreux aides-soignants souhaitent se former et devenir infirmiers. J'en ai rencontré, mais les établissements n'ont pas les budgets. Dans ce contexte, arrive enfin un vaccin. Permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur ce sujet. Je suis surprise par le taux minoritaire de personnel disant vouloir se faire vacciner.
Comment, au pays de Pasteur, une telle défiance vis-à-vis de la science a-t-elle pu s'installer ? Je crois sincèrement que la gestion erratique de la crise par les autorités et le gouvernement ont semé le trouble et le doute, et je le regrette sincèrement. Mais la priorité aujourd'hui n'est pas à la recherche de responsabilités, mais bien à la recherche de solutions. Le seul espoir d'en finir avec cette crise étant le vaccin, la priorité est donc bien à la vaccination. Il y a aussi des établissements qui n'ont connu aucun cas de Covid, ni parmi le personnel, ni parmi les résidents, et qui n'ont jamais procédé à un confinement. La vie dans ces établissements s'est poursuivie presque normalement, si j'ose dire. Seules les visites ont donné lieu à un protocole particulier. Il me semble que ces exemples positifs devront être répertoriés, analysés, afin d'identifier les raisons, s'il y en a, et surtout d'en tirer les conséquences pour l'avenir. Le modèle actuel des EHPAD a montré ses failles et doit évoluer rapidement. Cette crise a apporté une mine inhabituelle de données qu'il va falloir exploiter pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais faut-il attendre la fin de la pandémie pour engager des réformes structurelles quant à la prise en charge de nos aînés ? Je ne le crois pas. Nous pouvons dès à présent agir pour améliorer la situation de nos EHPAD, tant sur le plan scientifique que médical, mais aussi sur le plan sociétal et éthique. Pour nous y aider, de nombreux rapports récents apportent des pistes d'amélioration. Vous les connaissez, le rapport Libault, le rapport El Khomri, mais aussi des rapports parlementaires comme celui des députés Fiat-Tiboura. Je reconnais volontiers que certaines améliorations significatives ont vu le jour ces derniers mois. Les accords issus du Ségur de la santé ont amélioré les rémunérations des personnels des EHPAD, publics comme privés, et ce, quel que soit leur statut, c'est une très bonne chose, car la reconnaissance que nous leur devons doit aussi se traduire en salaire. Si une revalorisation de 183 € a bien été perçue en 2 temps par les personnels des EHPAD de la fonction publique hospitalière, les agents territoriaux restent, eux, toujours en attente du décret. Madame la ministre, ceci suscite des inquiétudes, un sentiment d'injustice. Pouvez-vous aujourd'hui nous rassurer et nous dire où en est ce décret ? En matière de primes, les directeurs d'établissements rencontrés m'ont fait part d'une demande qui me semble tout à fait légitime. Elle concerne la prime grand âge pour les aides-soignants. 118 € brut mensuels créés par décret du 30 janvier 2020. Certains ASH font fonction d'aide-soignant sans pouvoir malheureusement percevoir cette prime. Allez-vous, Madame la Ministre, corriger cette injustice ? Ces revalorisations salariales sont les bienvenues, je le redis, mais les soignants en grande majorité demandent avant tout des collègues de travail supplémentaires. Le plus gros problème reste en effet le taux d'encadrement. En octobre 2019, nous avions proposé un plan d'urgence pour l'hôpital et l'autonomie. Nous y proposions notamment une hausse de 25 % du taux d'encadrement en EHPAD d'ici 2024 par rapport à 2015, ce qui représente 80 000 emplois supplémentaires auprès des personnes âgées. Ce plan de recrutement, il faut l'engager, Madame la Ministre, dès aujourd'hui. C'est une question de survie. Je voudrais maintenant aborder un autre point crucial, celui du bâtimentaire. Il existe encore des établissements avec une douche pour 60 résidents. Et souvent, ils ont le statut hospitalier. Dans le cadre du plan de relance, des crédits pour la réhabilitation de bâtiments du domaine public ont été prévus. Mais le secteur médico-social est oublié. Pourquoi ne pas profiter du plan de relance européen pour lancer un grand plan d'investissement du secteur hospitalier et médico-social ? Enfin, je ne peux terminer mon propos sans évoquer la transparence due aux familles. Depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement, il existe un annuaire et comparateur de prix et du reste à charge. Mais l'on n'y trouve point de critères qualitatifs. Peut-on réfléchir à un système de labels simple, comme il en existe par exemple dans le domaine du tourisme, pour permettre aux familles de juger en connaissance de cause ? On pourrait évaluer le niveau d'équipement. Existe-t-il de la télémédecine, de l'oxygène par exemple ? Le degré de médicalisation, y a-t-il un médecin de garde, une infirmière de nuit ? Le taux d'accompagnement, le ratio personnel résident, etc., etc. Nous le devons aux familles. Y êtes-vous favorable, Madame la Ministre ? Après la crise des EHPAD début 2018, le président Emmanuel Macron a annoncé le 13 juin une loi sur le financement de la dépendance avant la fin 2019 pour répondre à la nouvelle vulnérabilité sociale du grand âge. Le 9 juillet 2018, devant le Congrès réuni à Versailles, il a confirmé. Mais en 2019, nous n'avons malheureusement rien vu venir, si ce n'est une réforme des retraites avortée. En janvier 2020, le Premier ministre avait annoncé à l'issue d'un séminaire gouvernemental qu'un projet de loi serait déposé à l'été. Le 4 août 2020, le président de la
République a promis de parachever d'ici la fin de l'année le projet de loi sur le grand âge et l'autonomie. L'année 2020 s'est terminée, mais pas de grande loi sur l'autonomie. J'ai eu l'occasion, Madame la ministre, de répondre à vos bons souhaits et de vous présenter mes meilleurs voeux de bonheur et de santé. J'ai formulé un souhait particulier que je renouvelle aujourd'hui. J'espère, Madame la ministre, que vous tiendrez les engagements du Président de la République, que votre nom sera attaché à une belle loi, une loi sur l'autonomie, une loi qui conforte tous les dispositifs pour bien vieillir, une loi qui donne, je finis, Monsieur le Président, une loi qui donne aux personnels admirables qui ont à cœur de s'occuper de nos aînés les moyens matériels et humains et la reconnaissance qu'ils méritent. Je vous remercie. Merci.